Je suis en fait docteur en médecine. Je suis spécialisé en biologie médicale. Euh, bon, voilà pour l'essentiel. Et puis je suis actuellement un cadre de la fonction publique. Donc j'ai passé les concours de la fonction publique pour ça. Et puis plus récemment, en 2013, j'ai soutenu une thèse de sociologie qui portait sur le risque collectif. C'était pas mon, comment dire, mon projet d'origine. Euh, c'est, on va dire, les événements qui m'y ont poussé. Alors, c'est vrai que la thèse que j'avais soutenue en sociologie portait sur les collectifs et j'avais eu, à l'occasion de cette thèse, l'occasion de travailler sur la gestion de la pandémie de 2009, qui avait déjà été, on va dire, une pandémie largement factice. Hein, et ça, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été constaté par les rapports parlementaires qui ont été écrits donc dans la foulée de cette pandémie. Et donc, lorsque les premiers, je dirais, les premiers soubresauts de cet événement ont commencé à nous bousculer, j'y ai été attentif forcément parce que ça m'a donné l'occasion en fait de reprendre ce travail et puis de pouvoir un peu lui donner quelques perspectives. Et donc à partir du mois de mars 2020, donc un peu avant la décision du confinement, euh, j'ai été quand même assez abasourdi disons de la tournure en fait que prenaient les événements. Donc on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, hein, mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est bon d'abord évidemment cette décision de confinement de la population en bonne santé, qui était quand même une grande nouveauté en termes de politique publique. Alors, ce n'était pas une nouveauté, on va dire, si on prend les siècles précédents, hein, puisque les grandes pestes du passé ont été traitées de cette manière-là, mais Mhm, ce n'est pas une manière très efficace de traiter les maladies. Hein. mhm. Justement, il y avait eu des plans de lutte contre les pandémies qui ont été rédigés, qui ont été même plusieurs versions, hein, et qui n'aboutissaient pas du tout à cette panoplie. Donc des décisions qui sont complètement hors sol, hein, on va dire, pour reprendre un terme cher à Bruno Latour, hein, hors Ouais, sol par rapport en fait aux bonnes pratiques qui avaient été déjà définies tant au niveau de l'OMS qu'au niveau français. Et puis, deuxième surprise vraiment pour moi colossale, c'est le traitement absolument délirant qui a été fait une proposition du professeur Raoult, qui en fait avait fait son métier, avait trouvé finalement un traitement efficace qui nous aurait évité en fait tout le reste et qui a été à partir de là complètement vilipendé et de manière pour moi d'abord incompréhensible. mhm, Alors quand je dis incompréhensible, pas tout à fait parce que à l'occasion de justement de ma thèse de sociologie, j'avais eu l'occasion de, de voir comment des officines de dénigrement en fait se déchaînent sur des, on va dire des autorités, des professeurs, des acteurs publics qui ne rentrent pas dans qui sont considérés comme adversaires d'une forme d'orthodoxie d'État, d'État ou orthodoxie, on va dire, scientifique ou financière ou économique, industrielle, enfin, en tout cas, le dénigrement, enfin, le caractère factice du dénigrement du professeur Raoult m'est apparu assez vite. Et donc, bon, ben, à partir de là, j'ai suivi les choses avec plus d'attention et puis j'ai travaillé, on va dire, j'ai fait mon métier de fonctionnaire en, en alertant ma hiérarchie de manière régulière
dans la mesure où on va dire, ces alertes, ces avertissements n'étaient pas suivis des faits. Bon, ben, il a fallu procéder un peu autrement. Il n'était pas question pour moi de sortir un livre comme ça en pleine pandémie, lorsqu'il y avait du désordre un peu partout et que la parole publique, en fait, ne pouvait pas, je dirais, innocemment être euh, contredite de manière trop brutale. Donc, il se trouve que maintenant, nous sommes sortis de l'urgence sanitaire hein, depuis le mois de juillet 2022. La pandémie, on va dire, dans sa phase sanitaire, on va dire, est terminée, hein, quoi qu'en disent les autorités. Et donc, c'est pour moi le moment de faire un rétex, comme on dit dans les entreprises, ou en tout cas qu'il y ait un débat public qui s'instaure, puisque je crois qu'il faut qu'on prenne, qu'on tire toutes les leçons hein, de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Maintenant, la difficulté dans laquelle on se trouve, hein, c'est qu'il a été beaucoup fait usage du mensonge d'État. Il a fait beaucoup été usage, il a été fait usage de, de la dissimulation. Ouais. Donc, au bout de 2 ans, enfin au bout de ces 2 ans de pandémie, mais je pense que c'était déjà le cas en 2009, mais en 2019, je crois on a vraiment touché le fond, c'est la perte de crédibilité de la parole publique. Là, il y a une crise de confiance absolument majeure entre ce que peuvent dire les autorités publiques, notamment en matière sanitaire, et, on va dire, la façon dont ces messages sont perçus par la population. Au point que finalement, aujourd'hui, il suffit que la puissance publique se saisisse d'un sujet pour qu'il y ait immédiatement le réflexe d'une manipulation ou d'un sombre dessein. Hein. Et à partir de là, quelle est la possibilité pour des institutions publiques de continuer à fonctionner? Je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la bronchiolite, bien sûr, bronchiolite, mais enfin, tous les ans, on a droit aux bronchiolites hivernales. Tous les ans, les hôpitaux français sont saturés. Alors évidemment, aujourd'hui, avec les soignants donc qui sont pas les soignants non vaccinés qui ne sont pas réintégrés, plus les crises de vocation pour je dirais l'hôpital public, plus on va dire une forme de désorganisation générale. Euh, Effectivement, cet hiver apparaît on attaque l'hiver dans des conditions un peu plus dégradées que les hivers précédents. Avant la bronchiolite, on a parlé de la variole du singe, et chaque fois, en fait, le soupçon, c'est qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, quoi. Au-delà de soigner les gens, la population se dit, mais pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, entre guillemets, pour répondre à ces questions, et ce qu'ils vont nous sortir, c'est pas forcément pour que la population se porte mieux. Alors là, je crois qu'il faut moi, en tant que fonctionnaire, si vous voulez, mon souci, c'est la confiance de la population, c'est réinstaurer les conditions d'une confiance minimale entre le citoyen et les autorités publiques, sans quoi on ne voit pas comment je dirais, les défis qui se présentent à nous et qui ne sont pas seulement sanitaires, qui sont également écologiques, et qui sont on va dire, maintenant presque oui, de sécurité publique, avec la guerre en Ukraine. Bon, on ne voit pas comment on va pouvoir aborder les temps qui viennent si il y a une telle défiance entre les autorités et la population. C'est en travaillant pour restaurer une décision publique intègre et démocratique, ce qui n'est pas techniquement difficile. Hein. Euh, c'est même, je dirais, assez facile.
simplement, il faut qu'il y ait la volonté politique. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour qu'il y ait une information qui soit donnée sur ce qui s'est passé on va dire, les 30 dernières années, mais surtout les 2 dernières, hein, les 3 dernières peut-être, avec la crise du Covid, et que le débat public s'instaure et qu'il y ait aussi des enquêtes. Moi, j'espère que le Parlement va se saisir de ces questions, hein, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, ou les deux. Éventuellement, qu'il puisse y avoir des enquêtes, des mises en cause, on va dire, en termes de responsabilité civile, qu'il puisse y avoir quelques enquêtes pénales, le cas échéant, mais que, en fait, une forme de procès, hein, puisse se faire sur la façon dont la décision publique a été prise ces 2 dernières années. Que, moi, je pense être un démocrate, hein, j'espère. C'est quand même l'idéal que nous sommes donnés. Et dans ces conditions, moi, je ne vois pas comment on peut considérer que les prises de parole publiques puissent constituer un danger. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ont été réprimées par la loi, l'apologie de la violence, l'apologie du nazisme. Bon, donc il y a peut-être quelques frontières qui ne doivent pas être franchies. Bon, il y a aussi une mise en cause judiciaire lorsqu'on atteinte à l'honneur d'une personne, de l'intégrité d'une personne, hein, de façon physique ou morale. Donc, bien sûr, il y a des barrières, mais à partir de là, une fois que les règles du jeu démocratique sont établies, on ne peut pas considérer que la prise de parole publique soit un danger. La prise de parole, elle est nécessaire et bien sûr, il faut qu'elle puisse être audible, organisée. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je ne vois pas le danger du côté des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, enfin, vu mon expérience, moi, je connais surtout Twitter. Les autres, j'ai ni le goût ni le temps de m'y intéresser. Mais ce qui est par contre préoccupant et qui n'existait pas en 2009, c'est le souci concerté des autorités publiques à l'échelle internationale de verrouiller l'information en utilisant des techniques effectivement de reconnaissance automatique des termes, enfin avec donc tout l'appareillage des GAFAM pour éliminer du débat public tout ce qui est gênant. Donc là, on prend, si vous voulez, on prend la direction du modèle chinois. Est-ce que la démocratie est viable dans ces conditions et est-ce que nous avons vraiment envie de vivre dans cette société-là? Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en 2009 et qui effectivement est très problématique aujourd'hui. Si on ajoute en fait à cette technique en fait d'effacement des arguments contradictoires, les entreprises concertées de dénigrement qu'on a pu constater, hein, concernant le professeur Raoult, mais bon, qui a concerné d'autres personnes auparavant. Mais, et puis en fait, avec également les officines qui passent par des sites factices, en fait, des blogs factices pour produire de l'information calomnieuse qui sera ensuite réintégrée dans des articles de journaux, puis ensuite dans les encyclopédies en ligne, pour fabriquer en fait une vérité qui convient en fait à des intérêts particuliers, ou en tout cas à une petite catégorie d'acteurs publics. Ça, c'est quelque chose bon, qui était en germe déjà en 2009, pas dans le champ de la pandémie, mais dans un autre champ, hein, qui était celui de la lutte à l'époque contre les OGM et la toxicité du glyphosate. Et là, on a revu en fait ces mêmes acteurs se déchaîner en fait vraiment à l'occasion de cette crise du Covid. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre dans un espace public contradictoire
et d'accepter simplement que nous sommes différents et que jamais nous ne pourrons nous aligner sur une vérité qui serait plus forte que les autres parce que c'est celle dans laquelle va nous faire penser les pouvoirs publics. Non, les réseaux sociaux ne sont pas un problème en soi, mais par contre, ce qui est un problème, c'est la censure et puis surtout les perspectives que cette censure dégage, c'est-à-dire typiquement le tri entre les bons et les mauvais citoyens, la citoyenneté à géométrie variable, et puis peut-être ensuite, avec des délires comme on a connu au XXe siècle, des choses beaucoup plus sévères, hein, parce que la stigmatisation d'une partie de la population peut amener très loin. Si on prend votre question dans le sens des influences on va, extérieures, hein, on va dire non scientifiques, non guidées par l'intérêt général, Mhm. eh bien là, effectivement, on a un vrai problème. Sans parler des lobbies, parce qu'on a beaucoup parlé des lobbies, ça fait une dizaine, une vingtaine d'années qu'on parle des lobbies, mais je crois qu'aujourd'hui, on a passé un cap, hein, c'est qu'il faut plus représenter des administrateurs publics qui seraient sous l'influence insistante enfin, d'intérêts particuliers contre lesquels il faudrait résister. Hein, mais je crois qu'il faut maintenant penser en termes de colonisation de l'appareil public par des porteurs d'intérêt. Donc en fait, on a des porteurs d'intérêt qui sont en situation d'agir au nom de la puissance publique et au nom de l'intérêt général, alors qu'ils n'en font rien. Et là, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre la capture de la décision publique. Et c'est ce que j'ai décrit pour la pandémie de 2009, mais surtout pour la pandémie de 2019. C'est à voir que le danger qui est face à nous, hein, c'est que les institutions ne remplissent plus leur rôle, mais soient un petit peu comme des rideaux, hein, des paravents, euh, euh, derrière lesquels, en fait, les décisions sont prises de manière opaque, selon les intérêts, selon les rapports de force hein, qui se passent derrière les portes closes, euh, dont le public n'est pas saisi. Et donc, en fait, une décision qui engage la collectivité au bénéfice, finalement, de cette petite communauté qui décide pour elle-même. Je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Alors pas uniquement en Europe, hein, je crois que le phénomène est encore plus important dans les pays autoritaires comme la Russie hein, ou comme la Chine. Mais bon, c'est, je crois, ce qu'il faut éviter pour nos pays, hein, et qui en fait recoupe un phénomène qu'avait décrit, enfin qu'a décrit, parce que c'est tout à fait récent, hein, une sociologue qui étudie en fait les sociétés russes et ukrainiennes, qui s'appelle Anna Colin-Lebedev, et qui intervient beaucoup en ce moment pour commenter, enfin, pour éclairer le conflit en Ukraine, et qu'elle appelle la désinstitutionnalisation. C'est-à-dire en fait des institutions qui ne jouent plus leur rôle et qui sont oui, enfin, on peut considérer qu'elles sont un décor pour habiller des décisions qui n'ont pas vocation à être rendues publiques, dont les motivations ou les intérêts n'ont pas vocation à être rendus publics. Alors là, si vous voulez, il y a deux exemples qui sautent aux yeux. C'est en France la façon dont le conseil scientifique a été formé. Hein, donc je crois que ça n'a pas d'équivalent en Europe. Hein. En France, on est allé très loin dans ce domaine avec le Conseil de défense, hein, où en fait on a une personne, le président de la République, qui convoque qui il veut, qui décide ce qu'il veut. Il n'y a pas de compte rendu. On le saura peut-être dans 50 ans, puisque tout ça est classé défense. Et on décide, voilà, pour tous les Français. Et donc, alors voilà, on se dit à quoi servent les institutions, à quoi sert le Parlement, à quoi sert le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Euh, Tout ça est complètement, voilà, est complètement court-circuité. Et, euh, et puis, de la même manière, le conseil scientifique, en fait, qui est pareil, hein, en France, on a une charte de l'expertise
pour organiser l'expertise publique, y compris, enfin, et surtout même en temps de crise. Et bon, ben là, on fait comme si cette charte n'existait pas. On convoque un monsieur Delfrécy qui, en fait, constitue son petit club qui va appeler le conseil scientifique et puis qui va donner comme ça son avis voilà, sur les événements en concertation avec les pouvoirs publics. Donc là, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'éclairage indépendant. Il y a au contraire une concertation permanente entre les autorités publiques et le conseil scientifique pour savoir ce qu'on va dire. Et puis alors surtout, il y a d'ailleurs le conseil scientifique, un consortium industriel, à vocation industrielle, dont on va dire l'existence n'est citée nulle part, qu'on appelle le consortium Reacting, et qui va finalement, où là les intérêts industriels sont prédominants, et qui là va décider de la stratégie thérapeutique de lutte contre la pandémie. Hein, on va dire, là c'est pratiquement l'industrie qui décide de la stratégie à mettre en œuvre pour la France. Bon, cette stratégie, on la retrouve largement dans les autres pays occidentaux. Alors, je ne sais pas comment les décisions sont prises dans les autres pays, ça, je n'ai pas étudié. Mais en tout cas, en France, on a vraiment, clairement, en fait, des intérêts industriels qui président finalement à une stratégie, on va dire, de lutte contre un fléau considéré comme majeur, hein, qui justifie la mise en place d'un état d'urgence, c'est-à-dire en fait d'une exception au fonctionnement démocratique des institutions, et qui en fait va ni plus ni moins qu'organiser un essai thérapeutique grandeur nature pour autoriser un médicament, en l'occurrence c'était le remdesivir, et qui finalement s'est avéré tellement mauvais que même à ce niveau d'expérimentation, donc on n'a pas pu montrer en fait une quelconque efficacité et puis on n'a pas pu cacher en fait une toxicité majeure de ce produit. Bon, ça a été un épisode, mais par exemple, c'est tout à fait un exemple de désinstitutionnalisation, c'est un peu difficile à dire, puisque là, en fait, on a en fait un consortium industriel qui est mis en situation de décider en lieu et place, en fait, d'une autorité publique. Au niveau international, l'évolution de l'OMS hein, sur les 15 dernières années, qui, par un mode de financement un peu aberrant, hein, où en fait les financements, il y a deux formes de financement de l'OMS, des financements en fait qui viennent abonder un budget dont l'OMS a la maîtrise, et des financements en fait finalisés sur des actions précises. Et ces investissements finalisés sont en fait principalement ceux de philanthrocapitalistes qui, en fait, comme ça, parviennent à assurer majoritairement le financement de l'OMS et à prendre finalement le contrôle des politiques conduites par l'OMS à l'échelle internationale. Et qui, par exemple, en l'occurrence, pour l'épisode du Covid, a fait dire à l'OMS la vérité sur l'efficacité des vaccins pour lutter contre les pandémies, par exemple. Hein. Et ce faisant, l'amène en fait à désinvestir ce qu'elle faisait de façon traditionnelle, c'est-à-dire s'occuper de la santé communautaire, des besoins essentiels voilà, des humains. Là encore, l'OMS apparaît un peu comme le paravent finalement de politiques internationales en fait qui ne sont plus fondées sur des régimes démocratiques, mais sur des stratégies financières et industrielles qui ne sont pas rendues publiques. Si nos institutions ne sont plus fonctionnelles, voilà, c'est la question de la démocratie, c'est la question de notre capacité à exister en tant que société autonome ou indépendante hein, par rapport aux puissances d'argent. Vous avez évoqué les puissances d'argent, mais il n'y a pas que les puissances d'argent, il y a aussi les puissances militaires, les puissances d'influence. Voilà, c'est un débat de société
que le Covid finalement a permis de révéler. Je l'adresse au grand public, je l'adresse aux gens qui n'ont pas pu ou n'ont pas le temps simplement de chercher le pourquoi du comment des décisions qui sont prises en son nom. J'essaie de mettre à disposition du grand public des choses que je suis autorisé à rendre publiques, hein, parce que en tant que fonctionnaire, il y a des choses que je ne peux pas dire, que je ne peux pas faire, mais en tout cas, je pense que cette information est rendue publique de manière honnête, permettra sans doute à ceux qui le lisent de mieux comprendre ce qui a pu se passer ces 2 ou 3 dernières années. Le livre ne traite pas le chapitre, je dirais, solution. D'abord parce que les solutions ne m'appartiennent pas, hein, c'est que justement elles doivent découler d'un débat large, je pense, un débat qui puisse être, on va dire, aménagé pour aboutir à des solutions correctes. Bon, je pense à des conventions citoyennes, par exemple. Mais que ces informations, en fait, aident les gens à mieux assumer, tout simplement, hein, les épreuves qu'ils ont endurées, parce que nous avons tous enduré, en fait, cette période. Ça donne l'occasion de dire, on va dire, aux personnes, aux lecteurs, qu'on aurait pu se passer de cette épreuve. Cette épreuve, en fait, a été construite pour bénéficier à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et il faut à tout prix éviter que ça se reproduise. Alors, comment éviter que ça se reproduise? Eh bien, il faut prendre soin de notre société démocratique, de nos institutions. Il faut prendre soin de la qualité de l'information. Donc là, c'est un chapitre que j'ai pas ouvert vraiment dans mon livre, mais qui apparaît en filigrane. C'est la question de l'indépendance des médias par rapport aux grandes puissances d'argent et puis tout simplement par rapport en fait aux influenceurs qui sont, qui sont en fait les principaux financeurs, hein. Donc on a 2 catégories de financeurs, on a les industriels, hein, et puis on a aussi l'État aujourd'hui de plus en plus, puisque il y a beaucoup de médias qui dépendent en fait des subventions publiques. Tous ces dysfonctionnements mettent en péril notre capacité à décider ensemble, je dirais, de réponses substantielles aux problèmes qui sont devant nous, hein, qui sont sanitaires, mais moi je pense surtout maintenant à une autre catégorie de problèmes. Alors j'y fais allusion à la fin de mon ouvrage, le péril écologique et climatique, qui nous angoisse tous, hein, et à juste titre. Et moi, mon message est simple, hein, bien sûr, il faut traiter la question écologique, mais il n'y a aucune chance, aucune raison que nous puissions la traiter effectivement si on continue à laisser des intérêts, les intérêts de quelques-uns guider la décision publique, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle internationale. Alors moi, je suis fonctionnaire, encore une fois, en exercice, et donc je ne peux pas prôner la révolution comme un moyen. Alors ça dépend, il peut y avoir une révolution conceptuelle. Je ne crois pas que mettre à bas les institutions, par exemple, permettra que spontanément des institutions belles et vertueuses apparaissent à la place. Donc je crois qu'il faut qu'au contraire, on a des institutions qui s'inscrivent dans un cadre démocratique, qui s'inscrivent encore dans un cadre démocratique. Ben, il faut se servir de ce temps, hein, qui est devant nous, où on a encore une forme de démocratie, en tout cas dans les textes, pour régler ce problème. Alors, moi, je n'ai pas vocation à donner des solutions. Ma vocation, c'est que le débat ait lieu, et ben, c'est de faciliter le débat public. Et je dirais, si ce débat a lieu, l'objectif est atteint. Après, ce que je veux dire sur la question de la décision publique, c'est que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Bon, il y a d'abord tout simplement à faire respecter les textes qui existent. Dans le domaine sanitaire, par exemple, vous savez on demande en fait aux industriels de prouver l'efficacité et la nocivité, hein, la toxicité de leurs produits. Bon, ben là, il y a eu
des études scientifiques, par contre, qui ont montré que lorsqu'on demande à un industriel de prouver l'efficacité et la toxicité de son produit, il n'y aura pas le même résultat que si c'est un laboratoire public qui fait ça, par exemple. Et donc, en fait, on est dans une situation là de conflit d'intérêts tout à fait évident, hein, puisqu'en fait, on demande à l'industriel de produire des informations d'intérêt général, alors que lui, il poursuit des intérêts particuliers. Bon, il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre que il va obéir à ses intérêts particuliers et, et pour lui, l'intérêt général va être finalement une variable pratiquement à éliminer de son raisonnement, hein. Bon, donc ça, c'est des choses tout à fait simples qui ne coûtent pas cher, il suffit de décider ensemble. Et d'abord, mettre, on va dire, le décideur dans une situation confortable pour lui, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de trouble sur le sens de ce qu'il a à faire. Et lorsque, par exemple, en France, on autorise des carrières qui passent du public vers le privé, ensuite du privé qui retourne vers le public, et puis, bon, donc là, par exemple, ces situations-là sont de nature à rendre confuses les missions que peuvent avoir des décideurs en situation de décision publique. Si 2 ans avant, il a répondu à des intérêts privés et 2 ans après, il va travailler pour des intérêts privés. C'est pas vrai que les stratégies de carrière, par exemple, ne puissent pas interférer dans la mission du décideur public. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France a été mise en place une fonction publique, hein, avec un mode de recrutement qui est un recrutement par concours. Un agent public n'a pas vocation à travailler pour le privé, jamais, hein. Ou alors dans des conditions qui font que, par exemple, s'il part dans le privé, ben, il ne revient plus dans le public. C'est le cadre naturel de travail du fonctionnaire. Et donc, je ne sais pas si c'est le lieu, mais moi, j'appelle tous les fonctionnaires de France et éventuellement tous les porteurs de missions d'intérêt public partout dans le monde à se rappeler de leur responsabilité. Être fonctionnaire, c'est un statut. C'est aussi un certain confort puisque effectivement, notre rémunération ne dépend pas, je dirais, d'un travail de salaire lié à une tâche réalisée au bénéfice de quelqu'un, hein, mais notre traitement, hein, c'est pas un salaire, c'est un traitement, est lié à justement notre responsabilité. Je crois que les temps que nous vivons sont exactement, sont précisément le moment où les fonctionnaires doivent exercer cette responsabilité. C'est l'industrie du médicament qui représente l'essentiel de l'empreinte du système de santé. Et comme on voit que cette industrie du médicament est totalement en fait hors des clous, hein, c'est-à-dire qu'elle fonctionne de manière à la fois illégale, immorale et, et, euh, et également donc insoutenable du point de vue écologique, la question de la place de cette industrie dans la décision publique crée évidemment, devient un problème central, hein. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est un appel finalement aux citoyens, hein, qui sont sensibilisés par les questions écologiques et sociales, à ne pas sous-estimer les questions liées à la corruption et à l'intégrité publique, puisque c'est à travers finalement la restauration d'un système de décision efficace et démocratique qu'on parviendra à régler nos problèmes, puisque finalement la plupart des solutions on les a, hein, mais il faut que ces solutions puissent advenir et puissent être mises en œuvre. Le sentiment que cette question est sous-estimée par cette portion, cette partie, on va dire, de l'opinion des citoyens. Et donc, s'il fallait adresser le livre à une catégorie particulière de lecteurs, c'est celle-là que je pense.